Alors, je vais faire la lecture d'un article sur le site Pédopolis. Annick Lucas, un témoignage de l'intérieur sur le réseau pédocriminel belge. Voilà, donc c'est parti. Parmi les témoignages à lire, si l'on veut comprendre ce qu'il se passe dans la tête des enfants victimes de violences sexuelles et de sadisme, ceux qui sont victimes de réseaux de tarés, celui d'Annick Lucas est incontournable. C'est un livre violent, à la hauteur d'une fillette de 11 ans devenue adulte malgré elle. Une pièce du pulse de l'État profond belge, européen et certainement mondial. Donc, nous sommes tous concernés. Ce livre est le récit d'un traumatisme, des chocs successifs subis par cette fillette que sa mère a projetée dans les soirées glauques de la haute comme on dit, parce qu'elle rêvait d'y avoir sa place. Sa fille a été la monnaie d'échange pour une vague considération, ni plus ni moins celle d'une proxénète d'enfant. Le silence résonne dans tout le livre. Celui des adultes qui étaient là et participaient, celui des adultes qui l'entouraient ne voyaient rien, celui des adultes complices qui n'ont posé aucune question devant ce couple bizarre et démonstratif d'une gamine de 11 ans et d'un jeune type à l'air de voyou âgé de 21 ans. Nous avions déjà parlé de l'histoire d'Annick Lucas, qui a été une des nombreuses victimes du réseau pédocriminel belge, celui de Dutroux, celui de Nioul et de Vanden Boinan. Mais l'objet de ce récit est d'abord de montrer l'ampleur de la destruction et comment tout cela se passe sans que personne ne voit rien, ne dise rien. Le livre s'appelle Quest for Love, Memoir of a Child Sex Slave, En quête d'amour, mémoire d'une enfant esclave sexuelle. Et il est publié maintenant, en anglais, donc avis aux éditeurs français. Parce que les gens semblent davantage prêts à entendre et à comprendre le fonctionnement de ces réseaux qui infiltrent et verrouillent nos systèmes politiques, économiques et finalement l'ensemble de la société. Beaucoup d'autres histoires ne pourront jamais être dites parce que les victimes sont mortes, explique l'auteur. On comprend que c'est aussi pour cela qu'Annick Lucas a eu le courage d'écrire, réécrire et publier ce livre qui est aussi une forme de justice pour ces enfants qu'elle a vus massacrer sous ses yeux par des psychopathes de la haute, ceux du réseau qui est censé ne pas exister. On notera à ce sujet le dernier documentaire absolument inepte diffusé par Arte dans lequel il n'est même pas question du dossier PIS, celui du réseau qui a été patiemment étouffé. Car pour ceux qui me suivent ici, n'oublions pas la version officielle, Dutroux, le lièvre et Martin étaient des prédateurs isolés. Et Nioul n'avait rien à voir avec les enlèvements de mineurs. Forcément, Nioul était le pivot de l'organisation de certaines orgies, en contact à la fois avec Vanden Boinan et les consommateurs principaux du réseau, et avec les pourvoyeurs d'enfants. Il ne fallait donc surtout pas qu'ils soient impliqués. La pédophilie des élites est le secret le mieux gardé du monde. Et j'espère qu'on pourra dire été. Très bientôt. Ça dépendra de nous. Annick Lucas explique comment ce réseau a ensuite attiré des mères maquerelles, les relais du réseau, comme la femme de ménage qui l'y a emmené en premier, et autres jeunes truands, y fonctionnant comme un miroir aux alouettes géants. Tant de gens sont impliqués à tant de niveaux que pour préserver cette omerta qui dure encore et encore, il faut un réel système de corruption. Ouvrez la guillemets. Ceux qui font ce qu'ils font pour appartenir à l'élite sont les plus perdus, les plus immatures émotionnellement, les plus brisés et les plus démoniaques parmi eux, écrit-elle. Elle décrit le comportement de gens qui sur scène s'affichaient comme des notables au-delà de tout soupçon, et en coulisses violaient, torturaient des enfants, allant souvent jusqu'à les tuer. Le tout dans le plus parfait sadisme. On s'étonne que la société dans laquelle nous vivons soit sans dessus-dessous, que les valeurs soient inversées, que les masses soient perçues et traitées de plus en plus comme du bétail. Si on veut comprendre la plongée dans le fonctionnement de ces réseaux, est hélas nécessaire. Si on veut comprendre.
La plongée dans le fonctionnement de ce réseau est hélas nécessaire. Et cela dépasse l'imagination. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu inventer les scènes décrites par Anneke Lucas et les autres victimes de ces réseaux de tarés. Et ces gens ont pignon sur rue. Ces gens sont des responsabilités et nous dirigent. Et ces gens vivent dans la plus parfaite impunité parce que la plupart des citoyens ne veulent pas voir. Il est bien plus facile de considérer qu'il s'agit d'élucubration, n'est-ce pas? Anneke Lucas raconte comment sa mère, plus ou moins dans le dos de son beau-père, l'emmenait aux soirées contre rémunération et surtout pour se faire bien voir des aristos du coin totalement impliqués dans ce réseau et pratiquant la pédocriminalité et l'inceste depuis des générations, comme l'explique l'auteur. Sa mère était un personnage absolument détestable, superficiel, morte à l'intérieur, comme l'écrit Anneke Lucas. Enfant, elle savait que plus il y avait de personnalités à ces soirées, plus le danger était grand. L'insécurité était énorme, lancinante, permanente. À chaque seconde lors de ces orgies, tout pouvait déraper dans l'horreur. Le patron du réseau et des orgies, c'était Paul Vanden Boyant, qui avait été Premier ministre et était alors ministre de la Défense. On comprend pourquoi, à l'époque, ils ont bien étouffé. Les faits se déroulent entre 1972 et 1974, alors qu'Anneke était déjà depuis 3 ou 4 ans dans le réseau. Le seul problème qu'a eu VDB, comme il était appelé dans les médias, sont des procédures pour fraude fiscale. Pourtant, c'était Polo qui était le chef d'orchestre des tortures et qui se montrait le plus sadique. Anneke Lucas explique qu'il utilisait ces soirées pour inviter certaines personnalités politiques, des hommes d'affaires et négocier des contrats et qu'elle-même a servi de cadeau lors négociation de ces contrats d'armes notamment. Les orgies pouvaient aussi être organisées pour appuyer ou couvrir divers business. Nioul a d'ailleurs été condamné plusieurs fois pour escroquerie. Ça me fait penser au témoignage de Karen Mulder dans l'émission de Thierry Ardisson. Ouais, elle disait qu'elle servait pour même des princes saoudiens et tout ça. Il n'y a pas qu'elle, il y en a plein de témoignages. Le réseau était pyramidal et international. Polo lui-même était bénéficiaire des largesses d'un type encore plus puissant au niveau international qui lui était un véritable sataniste. Il y avait des connexions avec de nombreux pays. Anneke a été amené en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse notamment. Quant à Nioul, il était donc dans le réseau depuis le début des années 70 et s'est rapidement rendu indispensable comme l'intermédiaire entre les enfants victimes, les macros, les pédophiles et Polo. C'est ce que précise Anneke Lucas. La description qu'elle fait de cet individu obséquieux, la manière dont il s'exprime, correspond tout à fait au Nioul qu'on a vu régulièrement se lamenter sur son sort dans les médias. Maintenant, il est mort. Et je lui souhaite le retour de Manivelle ailleurs puisque la justice belge a été incapable de faire quoi que ce soit. Les enfants étaient fournis par des mères maquerelles au sens propre comme celle d'Anneke, celle de Regina Louf, de jeunes truands qui allaient chercher des enfants dans des familles précaires, instables ou aristocrates. Je n'ai jamais vu d'hommes d'affaires amener leurs propres enfants aux orgies, mais les aristocrates considèrent les relations sexuelles avec leurs enfants comme une partie de leur culture. Ils n'ont aucun scrupule à exposer leurs enfants à leurs rites dépravés. Précise Anneke au sujet des aristocrates qu'elle a croisés dans ce réseau. Dans ces orgies, les petits aristos agissaient en tant qu'hôtes des lieux et proies sexuelles. Alors, une petite photo du Vanden Boynan et le titre Lavage de cerveau et conditionnement. Toute une partie du livre pose sur l'aspect psychologique difficile à saisir de ces violences. Anneke parle de lavage de cerveau, d'entraînement qu'on lui fait subir en Allemagne, auprès de politiciens élevés dans le réseau. Elle a été entraînée à laisser de côté ses espoirs, ses émotions pour avoir l'air morte intérieurement. C'est cela qu'elle explique et qui lui donne ce côté mature si recherché par ses prédateurs,
qui lui permettent d'oublier que c'est à une enfant qu'il s'en prenne. Mais cet entraînement n'a pas aussi bien fonctionné que prévu, car elle avait encore des émotions positives malgré les sombres délires des membres de ce réseau. C'est ce qui a probablement contribué à la sauver. En revanche, c'est elle qui a réussi, à 9, 10, 11 ans, à jouer double jeu. Michel Niol, là, tiens, en photo. L'entraînement lui a aussi appris à tuer sur os sans se poser de questions. Le cerveau de la jeune Anneke était en veille en permanence, quasiment en ébullition lors des moments les plus critiques. Elle devait comprendre ce que voulaient les psychopathes et pas ce qu'ils disaient, tout en se montrant pas qu'elle avait sa lucidité. La force qui lui restait et que d'autres n'avaient pas était qu'à un moment, elle a pensé qu'elle avait le droit d'être aimée. Il y avait une gradation dans l'horreur et des violences. Lors de ses premiers pas dans le réseau vers 6 ans, elle est envoyée des week-ends chez un couple de pédos et on a commencé à lui montrer le cadavre d'une jeune femme qui a été torturée. Sa mère l'emmenait elle-même aux orgies et faisait comme si de rien n'était à son retour, voyant même sa fille de 10 ou 11 ans comme une rivale en termes de sex appeal et de relations relationnelles et de réseaux relationnels. Les premières violences étaient destinées à lui faire comprendre qu'elle ne valait rien dans ce réseau et qu'on peut la tuer sans raison. Dans son souvenir, c'était devenu pour elle un réflexe de savoir comment satisfaire sexuellement les hommes, de savoir quelle pratique ils voudraient. L'objectif était qu'elle puisse les faire parler et tout répéter à celui qui la possédait. Un membre élevé du réseau qui l'a modelé pour en faire une esclave sexuelle star du showbiz, capable de séduire des hommes puissants et de rapporter leurs secrets à son propriétaire. Sa carrière était tracée. Une cérémonie qui commençait par une performance devant les proches du grand chef trié sur le volet, des stars, des intellectuels, la crème du réseau, a même été organisée. La partie suivante de l'événement m'a mise face au terrible prix que j'aurais à payer pour cette célébrité. Une action pour sceller ma place dans le culte secret des élites mondiales. Même si j'avais pas encore 10 ans, même si je n'avais pas d'autre choix que de réaliser cette action, j'ai réalisé que c'était un prix trop élevé à payer. Ce week-end-là, Anneke a dû mettre en application son entraînement auprès de personnalités politiques. Les enfants dans le réseau étaient dressés à devenir de vrais petits sadiques. Lors d'une soirée, Niou leur montrait comment couper, entailler, écorcher pour faire le plus mal. Il a aussi organisé un repas où les restes des victimes étaient servis aux enfants pour les terroriser, pour les punir, pour punir Anneke d'avoir dit à quelqu'un, après 2 jours de violence sans manger, qu'elle avait faim. Donc, on leur donne des cadavres à manger. Au-delà des critiques et du dénigrement permanent, des pulsions suicidaires lui avaient été implantées lors d'une session spéciale d'entraînement à l'étranger, où Anneke se rappelle être attachée à une table médicale dans un laboratoire. Des types en blouse blanche pratiquent des actes sexuels et Polo lui hurle en boucle qu'elle ne mérite pas de vivre, si un homme la laisse tomber. C'est ce qui se passe de manière en fait automatique dans ces circonstances. Elle a une relation avec un jeune de 21 ans, Patrick, montre aussi la perversité de ce milieu. Pédophile, violent, il avait lui-même été victime de son père et de sa mère. Anneke avait 11 ans, et cette love story, entre guillemets, qui ne pouvait pas en être une, a tout de même permis à Anneke de sortir du réseau. C'est en la menaçant de mort, lors d'une soirée que Polo a pu obliger Patrick à travailler pour lui en échange de la vie d'Anneke. Patrick, qui les a avertis des heures plus sombres que la Belgique allait traverser, et l'a enjointe à quitter le pays dès qu'elle le pourrait. C'était ce braqueur dont le nom revient dans l'affaire des tueries de Brabant, Patrick Heimer. Ce livre est violent, parce qu'on entrevoit l'état d'impuissance dans lequel étaient Anneke et tous les autres enfants. On comprend aussi à quel point un enfant est capable de s'adapter à tout, même à l'inimaginable. Bien sûr, les blessures physiques et psychiques restent, mais ces enfants de l'extérieur semblent normaux, bien que tristes, pour certains. Le chemin parcouru par Anneke qui fut compliqué et impressionnant. Depuis plusieurs années, elle dénonce le développement de la prostitution des mineurs, apporte ce qu'elle peut à ceux qui en ont besoin, notamment avec du yoga, et parle de son histoire. Ce livre est courageux, aussi pour l'introspection et le recul qu'il a nécessité. Il a fallu faire un sacré chemin pour écrire un livre qui expose aussi bien les mécanismes d'emprise et de conditionnement.
les mécanismes d'emprise et de conditionnement. Au-delà de contribuer à établir la vérité sur le volet réseau de l'affaire du trou, ce livre est surtout un document qui éclaire le fonctionnement de certaines élites dont les noms ne sont pas cités, mais qui occupent des positions clés dans la société. Des ogres qui dévorent l'enfance. Un ex lance aussi un appel à travers ce livre à faire attention au monde que ces gens modèlent pour nous et qui finalement a cultivé les valeurs humaines telles que la liberté et l'empathie. Finalement à cultiver les valeurs humaines telles que la liberté et l'empathie. Et je rajoute la compassion.